On va laisser la parole aux 3 intervenants qui vont nous parler du pôle enfance de Bouvron, donc un projet de paysage concerté pour une cour d'école plus vivante. C'est un projet qu'on a mené ensemble pendant un temps long. C'est-à-dire qu'on a, on a fait un choix à Bouvron. Alors, je me souviens plus des images qu'on a. Voilà. Le grand principe qu'on a à Bouvron et la grande chance qu'on a, c'est qu'on a une petite commune. Donc on se connaît tous quasiment. On a un terreau assez fertile d'expérimentation. Donc depuis longtemps, on expérimente. À Bouvron, on expérimente le fait d'être en zone rurale, d'avoir à l'époque, donc Marcel Verger était maire de la commune. On avait, en tant qu'élu, moi j'ai fait deux mandats à Bouvron. On avait une liberté quasiment totale sur les projets, sur les règles et l'absence de règles et comment est-ce qu'on peut faire autrement. Moi, je suis architecte de formation, donc, et puis c'est mon boulot, donc j'avais quelques notions déjà. Je suis rentré à la municipalité parce que j'avais monté un restaurant scolaire qui était bio, qui était déjà avec les parents, avec les enseignants. Donc voilà, on a un terreau fertile à Bouvron depuis longtemps. On n'a pas peur d'expérimenter, on n'a pas peur de se rater, de se planter, et on se donne pas trop de contraintes. Alors je sais plus les images qu'on avait. On avait une école qui était un peu vieillissante, qui était trop petite, qui avait des bungalows depuis quelques années, et on savait que ça allait pas durer très longtemps. Il fallait qu'on fasse quelque chose. On a fait assez vite le choix de pas travailler en commission municipale, c'est-à-dire qu'on sait pas. J'étais adjoint à l'époque aux affaires scolaires. On n'a pas fait le choix de se concerter à 4 ou 5 élus avec un programmiste, de faire quelques visites et puis de voir voilà, ce qui nous paraissait le mieux pour les enseignants, pour les enfants. On a dit on va prendre le temps, c'est un projet compliqué. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on a envie qu'il soit bien fait et qu'on ne soit pas sur un principe de concertation. C'est-à-dire que moi, je le vois en tant qu'architecte, ça fait 20 ans que je fais des marchés publics. On a un programme qui est hyper carré. On a l'impression de savoir exactement ce que veulent les élus et les agents. Et puis, dès le moment où on a gagné, déjà, quand on gagne un concours d'architecte, c'est la plupart du temps anonyme. Donc, on a trois candidats. Et puis, il n'y a aucun projet qui nous plaît vraiment. On prend celui qui nous déplaît le moins et puis on essaie de le transformer pour qu'au final, on s'y retrouve un peu. Donc, on est déjà dès le début sur la conception française, sur un projet qu'on n'apprécie pas forcément énormément, des architectes qu'on n'a pas vus parce que c'est anonyme, donc on a un numéro de code. Et puis après, on essaye de faire avec et puis on ramène un peu d'usagers sur la fin pour essayer que ça ressemble un peu à ce qu'on avait imaginé. Et donc voilà, c'est très frustrant puisqu'on a des rapports qui sont vite tendus parce que le programme est peut-être pas bien fait. Le programme est fait depuis 10 ans souvent et puis il n'est plus d'actualité. Le programme, il a été sous-estimé. Nous, en tant qu'archi, quand on répond, je sais qu'il me manque 1 million d'euros. Donc je vais passer 1 an et demi, c'est soit de gratter ce million d'euros en essayant de réduire les surfaces, soit démontrer que le programmiste n'a pas fait son boulot. Enfin bref, on est dans des relations qui ne sont pas très saines. Donc on a décidé de faire très différemment et de travailler sur un projet, ce qu'on appelle un projet PCI, projet à conception intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a aucun programme. L'architecte qui est retenu, il n'a pas de projet. Et on se dit, on va se prendre le temps pour faire ensemble le projet. Donc on voit là quelques photos d'ateliers participatifs. On voit ici, c'est assez caractéristique, la personne qui est au tableau, c'est une sociologue. On a des élus, on a le cuistot, on a un agent d'entretien et on a de dos, ça doit être l'économiste. Donc voilà, on retient, pour faire court, on retient une équipe pluridisciplinaire et pendant presque 1 an, on va travailler ensemble sur... alors je ne vais pas vous parler de cours aujourd'hui, mais de comment on arrive à ce projet-là, comment est-ce qu'on arrive à s'abstraire de l'argent, du programme, pour faire un projet qui convienne à tous. Quand on discute avec des enseignants, ils ont des besoins, mais qui sont des besoins extrêmement primaires. Ils sont dans des locaux trop petits, ils veulent plus grands. Locaux bruyants, ils veulent moins bruyants. En ville, ils veulent de la nature. En nature, ils veulent de la ville. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et puis on arrive à un programme qui est un programme tout à fait quelconque et sans intérêt majeur. On se rend compte, nous, avec l'histoire de ce projet-là, que tous les avancées de notre projet, il n'y en a pas une qui avait été nommée par qui que ce soit pendant toute la phase de préparation. En fait, il y a une vraie problématique, c'est voilà, là, toute la panel, le directeur de service technique, le sociologue, l'architecte, un parent d'élève et Marcel Verger, le maire.
chacun a le même droit à la parole, et chacun, avec le temps, au bout d'un an, on se connaît par cœur. Et voilà, quand là, il a bâton de parole, il ne parle pas du tout en tant qu'architecte, mais en tant que parent d'élève, en tant qu'ancienne élève. Et voilà, on est sur une parole qui se libère. Et au fur et à mesure, Thierry Pétel qui a pris quelques années depuis, voilà, ça arrive. Ça, c'est l'ancienne cour. Donc, il y avait des choses super dans cette cour. Il y avait notamment, on ne le voit pas là, mais déjà des choses qui avaient été construites par les parents d'élèves. C'était vieillissant, ça avait plein de défauts, mais ça avait aussi plein de qualités, plein de potentiel. Et on apprend à se connaître. Et puis, voilà, on voit les débuts des travaux. C'est-à-dire on a aussi fait le choix d'investir beaucoup dans la matière grise, c'est-à-dire on a une équipe de concepteurs qui est assez large, avec une place prépondérante aux paysagistes, qui n'est pas là pour... moi, j'ai fait des écoles aussi avant, en tant qu'architecte. On met ce qu'on peut dans le bâtiment, et puis il ne reste rien après. Donc on met ce qui reste pour les cours, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis les programmes pour les cours, c'est souvent très pauvre. On nous dit des surfaces en mètres carrés, donc on met ce qu'on nous demande, et puis comme de toute façon on a gagné le concours sur ces bases-là, on n'a plus tellement si on rajoute, on dépasse le budget, et voilà, il y a des contraintes financières fortes. Là, on se fixe aussi comme base les premiers ateliers, on n'a aucune contrainte financière. C'est-à-dire que si on demande à des gens d'exprimer leurs besoins, mais qu'ils ont déjà dans le coin de leur tête que de toute façon, il ne faut pas que ça dépasse 3 millions, c'est même pas la peine de leur demander de réfléchir, parce qu'ils vont naturellement se restreindre. Donc, dans un premier temps, on travaille complètement hors site, hors sol. Voilà, donc on est sur des notions d'abord très très larges, et puis on va rentrer dans le détail petit à petit. Donc, c'est qu'est-ce qu'une école idéale, comment est-ce que on invite des enfants à réfléchir, qu'est-ce qui vous manque, et puis chacun, on discute, et il n'y a aucun enjeu, puisque nous, en tant qu'élus, on fait aussi le choix de se mettre complètement en retrait. Donc on part du principe que ce n'est pas l'élu qui va décider du projet, ce n'est pas l'élu qui va décider du budget, et nous, on a des moments de validation au conseil municipal, mais au final, on ne donne pas non plus de temps. On ne veut pas une école qui soit livrée pour septembre 2023, parce que c'est aussi une contrainte en plus qui fait que tous les concepteurs et tous les gens qui vont en discuter ont déjà en tête le fait que s'ils proposent ça, ça va être une bêtise, parce que de toute façon, on ne saura pas le faire. Donc le fait déjà de prendre plusieurs ateliers comme ça pour se défaire de toutes ces contraintes, on arrive à réfléchir de façon complètement libre. Alors là, vous voyez les différents ateliers qu'on a, c'est l'implantation possible de l'école. L'école, c'est pas une école, c'est un pôle enfance. Donc il y a un périscolaire, une école élémentaire, une école maternelle, la restauration scolaire et des cours et des parkings. On va balayer sur différents ateliers 3-4 scénarios possibles. Donc chaque groupe comme ça, de 4-5 personnes, va pousser un projet, 3 projets différents, va venir le défendre au tableau, va faire un exposé, puis chacun, on voit Marika Frenette qui est du cabinet Wigwam, qui est architecte aussi de formation, mais qui a un rôle essentiel dans ce qu'on a mis en place, c'est la facilitation. C'est-à-dire que nous, en tant qu'élus, c'est nous qui payons, donc on n'est pas objectif. L'architecte, c'est lui qui crée, il n'est pas objectif non plus. Marika Frenette, elle est là pour mettre tout ça en musique et organiser. C'est-à-dire que c'est des temps d'atelier qui sont très longs, parfois c'est 3 jours, des fois c'est 2 journées suivant l'enjeu. Ça ne s'invente pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Nous, en tant qu'élus, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Faut vraiment, ça demande un boulot énorme en amont de préparation. Ils viennent souvent à 3 ou 4 pour animer tout ça. Parce que assez vite, sinon on se retrouverait au bout d'une heure à avoir dit tout ce qu'on avait à dire. C'est vraiment une structure, et l'idée c'est qu'on ne phosphore pas dans le vide, et qu'à la fin, tout ce qui soit dit soit repris, réécrit et serve de base pour le travail d'après. Donc c'est simplement, on apprend à se connaître. Donc vous voyez là, il y a des agents du périscolaire, on a fait venir des chauffeurs de car, enfin tout le monde est là à un moment donné, pas tout le temps, mais l'agent du périscolaire a droit à la parole et elle s'autorise à parler, ce qu'elle ne ferait pas dans une réunion en conseil municipal ou dans quelque chose de plus formel, parce qu'elle a l'impression qu'elle va dire des bêtises, elle ne préfère pas les dire, ces bêtises. Voilà, donc on apprend à se connaître, et Marika, elle est là pour s'assurer déjà de suivi du temps. C'est très chronophage, donc il faut aussi gérer ça. Et là, on défend un projet. Et ce qui est marrant, c'est que donc on défend son projet, on y croit vraiment, et la deuxième partie de la journée, on défend le projet du voisin. C'est-à-dire qu'on reprend son projet à lui, et on essaye on travaille avec des vignettes vertes et rouges, on essaye de voir dans chacun des projets ce qui a marché, et on est toujours à discuter pour arriver
pas un consensus, mais des compromis. C'est tout le temps des compromis. Ce qui nous permet aussi d'éviter des erreurs flagrantes, c'est-à-dire qu'on a fait 3 projets d'implantation très différents de l'école. On en a balayé 2 sur des compromis et on a pu expérimenter des choses qu'on n'aurait pas pu faire sinon. Et voilà, on a l'idée, alors qui a marché pas forcément idéalement dans ce projet-là, c'est que l'économiste chiffre en direct. C'est-à-dire que l'idée, quand on rentre un peu dans ces détails-là, c'est qu'on ne va pas pousser un projet trop loin sans avoir la certitude d'une enveloppe budgétaire un petit peu réaliste. Là, voilà, on a passé toutes les premières phases de conception très larges et on rentre maintenant dans le cœur de l'école, avec au nord l'école ancienne, au sud l'extension. Et on va faire des hypothèses 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Et elles sont toutes valables l'une comme l'autre. Et au bout d'un moment, au bout de la dernière journée, on arrive à quelque chose qui satisfait tout le monde. C'est beaucoup de dialogue et en fait on n'a pas de tabou du tout et comme on a balayé toutes les hypothèses et comme on a soulevé plein de choses, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui étaient essentiels, qui n'étaient pas du tout abordés au début. On s'est rendu compte que les sujets essentiels dans une école, c'est les sanitaires par exemple, qui sont tous les intervenants ont reconnu qu'ils avaient eu des souvenirs de sanitaires terribles dans les écoles. Les élèves là l'ont retenu aussi. Et on est arrivé à un parti assez fort de dire qu'il y a des sanitaires dans chaque salle. Chaque salle de classe ou autre a des sanitaires qui lui sont propres. On a éclaté ces volumes de sanitaires. C'est pas en lien avec ce qu'on se dit aujourd'hui, mais c'est globalement comment est-ce qu'on va porter l'attention sur des choses qui ne viennent pas naturellement. Deuxième point, c'est les vestiaires. C'est une chose qui n'est pas forcément évidente dans les écoles. Comment est-ce qu'on fait pour que la relation entre l'enfant, le parent et l'enseignant soit parfaitement apaisée? On était dans la première école en rouge. On le voit peut-être pas. On a 3 salles de classe et un couloir. Et à l'époque où il y avait de la classe le samedi matin, 3 salles de classe, une centaine d'enfants, autant de parents. C'était un moment de bousculade incroyable où on entrevoyait l'enseignant par l'ouverture de la porte. C'est des choses dans la nouvelle classe en bas, on le voit, l'école jaune qui est pas comme ça mais qui ressemble beaucoup. On a des circulations qui sont des vraies pièces et dans chaque salle de classe, on a des volumes qui lui sont propres. On n'a pas fait de programme aussi parce qu'on se rend compte qu'à la fin, au bout de cette année de discussion, on arrive à des surfaces qui ont complètement explosé par rapport à notre budget, qui ont complètement explosé par rapport à la surface éducation nationale. Pour aller vite, une salle de classe moyenne en France, c'est 60 mètres carrés. On s'est rendu compte avec le travail avec les sociologues qu'il nous fallait 100, 120 pour être confortable, pour être juste. Et nous, on n'a pas les budgets pour faire 120 mètres carrés. Donc, on ne va pas inventer. On a pris le parti pour pouvoir se permettre ça, pour pouvoir se permettre de travailler majoritairement avec des matériaux biosourcés. Beaucoup de murs de l'école sont en terre crue qui sont faits sur site. Globalement, plutôt que de raisonner comme on raisonne avec le HQE habituellement, de dire on a un projet lambda et puis on va venir rajouter des choses pour que ça soit plus écolo, pour que ça soit plus grand, pour que ça soit que des surcoûts, en fait, on va raisonner différemment. Et raisonner différemment, on le voit sur la photo là, c'est de se dire pour pouvoir se payer des matériaux de qualité, des surfaces énormes par rapport à l'enseignement, qui ne sont pas énormes, qui sont juste ce qu'il faudrait pour faire bien. C'est-à-dire qu'une salle de classe de 60 mètres carrés, c'est comme une cour. Quand on a 30 élèves dans 60 mètres carrés, on ne peut rien faire, à part la classe traditionnelle. Mais dès qu'on veut enseigner différemment, on a des problèmes de place, de bruit, on se marche les uns sur les autres. Il faut plein de sous-espaces dans l'école aussi. Donc pour pouvoir se payer ça, il faut construire différemment. Construire différemment, c'est une chose qu'on n'aurait jamais, nous, accepté si les archis nous l'avaient proposé dès le début. Nous l'auraient jamais proposé de peur qu'on leur rionnait. C'est de faire globalement un hangar agricole ou un Super U, comme on veut. Je ne sais pas si tu as des photos de la charpente après. Des cours, ouais, mais les cours, ça ne m'intéresse pas, moi. Mais globalement, pour pouvoir... Mais c'est... on construit un bâtiment 100% industriel qui est monté en quelques semaines, qui nous donne une liberté totale de pouvoir construire à l'intérieur des surfaces énormes avec des matériaux de qualité. On arrive, cette école, sans parler des cours, c'était à l'époque, c'était en 2015, une école qui construisait à 1064 € le mètre carré. 1064 € le mètre carré, c'est à peu près 2 fois moins cher que toutes les écoles qui peuvent se faire autour. Et ça ne se fait pas au détriment des matériaux. On est que voilà, sur des matériaux. Mais
L'architecte nous aurait proposé un hangar agricole comme une case à veau, parce que c'est un peu le vocabulaire. On lui aurait ri au nez, parce que lui, on souhaitait, par manque de culture aussi, des choses très diffractées. On souhaitait et en fait, on s'est rendu compte que pour avoir des... Ou alors on peut mettre 4 000 € du mètre carré, mais si on n'a pas les moyens, il faut réfléchir autrement. Réfléchir autrement, je vais passer la parole à Sébastien, c'est aussi payer les gens vraiment. Et l'argent qu'on met au paysagiste, habituellement, c'est un pouillème. Là, Sébastien, il a pu travailler, il a pris le temps pour travailler. Et c'est lui, avec nous, qui a implanté l'école. Il n'est pas juste là pour faire de l'habillage végétal autour d'un projet qui était conçu par les architectes. Sébastien, il a travaillé, on le verra très très finement. Par exemple, on n'a aucun banc à l'école de mémoire. On n'a fabriqué aucun banc, on n'a acheté aucun banc. Mais on a une rampe d'accès PMR qui devient un banc. On a un gradinage qui devient un banc. Globalement, on a sur la cour peut-être une centaine de mètres linéaires de bancs qu'on n'a pas payés comme bancs, mais qui ont été des éléments détournés. Et c'est cette intelligence collective et puis le temps qu'on lui a laissé, la confiance qu'on lui a donnée, qui a fait qu'il a pu nous proposer librement des choses. Et voilà. Et du coup, c'est une école qui ne coûte pas plus cher, mais qui a misé sur la matière grise de ses intervenants. Sébastien. Merci, Laurent. Alors juste pour parler prix d'entrée, la partie des cours extérieurs, c'était de l'ordre de 25 € du mètre carré. Voilà, ça c'est fait. Et juste pour dire que c'est pas si cher que ça de s'intéresser à l'aménagement des cours. Alors juste pour vous situer l'école dont on parle, alors, le pointeur ça doit être ça. Donc là c'est l'ensemble de l'entité sur laquelle on a réfléchi autour de l'école au moment où voilà, on a attaqué le projet. Donc c'est l'état existant en 2011. Donc là, c'est le restaurant scolaire, le bâtiment ancien, et puis l'hypothétique projet d'extension sur la partie en prairie existante. Le parking existant fonctionnel pour les rotations des cars, mais un peu confus pour la circulation et le stationnement des parents. Et puis, alors, 2 cours distinctes, une adressée sur la route nationale, et puis une à l'intérieur des bâtiments à l'arrière, avec quelques présences d'arbres déjà sur place, des tilleuls sur cette cour nord, et puis un certain nombre d'arbres existants, une ancienne haie bocagère en limite de cour sud, voilà. Et puis déjà quelques intentions de jardin présentes, le jardin qui nous a fait donner le nom à ce projet, parce qu'on donne des petits noms à nos projets, donc on a appelé ça le Petit Bonheur. Et parce que c'est l'école Félix Leclerc, donc c'est comme la chanson. Voilà. Et c'est un des premiers jardins qui donnait le ton, l'intention de s'intéresser aux vivants dans cette école. Et on s'est un peu appuyé sur ce premier jardin pour composer la suite. Il y avait d'autres expériences qui étaient déjà lancées. Il y avait un arboretum, la présence d'une mare plus ou moins accessible. Voilà, les choses étaient déjà un peu énoncées. Bon, alors, évidemment, dans le projet de construction, vous avez bien compris que l'idée de l'équipement école qui s'installe, c'est lui qui va finalement générer les cours et les différents espaces jardinés autour. Nous, ce qui nous a paru important, c'était de traiter, avant même les cours, c'était la lisibilité de l'ensemble des espaces de manière progressive. À partir du moment où on arrive à l'école sur la voie, de dégager les carrefours, d'avoir un confort de circulation, un confort de stationnement pour tout le monde, et puis après d'identifier un adressage assez simple aux différents équipements, de remettre en scène l'entrée de chacun des équipements, donc l'entrée de l'école, l'entrée du périscolaire, l'entrée du restaurant scolaire. Voilà, de mettre les choses en relation, là où parfois, vous allez le voir en image, c'était un peu confus. Et puis, alors, évidemment, au-delà de l'aménagement des cours, vous allez voir les quelques décisions plus ou moins, avec des investissements plus ou moins intensifs. Il y a aussi le sujet des extensions possibles de vie dans
dans les autres espaces verts qui peuvent avoir des qualités un peu plus au-delà de leur simple couleur. Donc le jardin était existant, il y a eu des installations de vergers, de prairies. Alors Laurent l'a dit, la mairie de Bouvron est prête à tout. Il y a le pré arboretum, c'est devenu aussi un pré pâturé avec des vaches qui se sont installés à côté de la mare, et le pré en face de la terrasse de l'école maternelle, et c'est un pré où de temps à autre des moutons viennent pâturer. Donc voilà pour la composition d'ensemble en fait de cette école-là. Alors je vais passer les images de l'idée du projet de faire avec l'existant. Globalement, il y a voilà, vous allez voir une série d'images qui revisitent tout ce site en 3 étapes. 2011, là où on a découvert le site, 2015, juste après le projet, et puis 2021, c'est des photos extrêmement récentes, avec les mêmes points de vue pour comprendre l'évolution des choses. Alors ça, c'était l'entrée de l'école. Alors on voit en fait l'agglomération de réponses à des questions, les petites bordures. On met un petit écolier en face de la voie pour montrer que c'est l'entrée de l'école, mais en fait on ne la voit plus parce qu'il y a plein d'arbustes qui bouchent le chemin. Donc nous on a décidé de réouvrir et de bien visualiser l'adressage sur l'école. Alors le pain nous paraissait intéressant, mais le reste on a fait le ménage. Et donc voilà, je passe. Voilà, donc là c'est 2021, donc les choses ont continué de s'installer. Les bandes boisées ont pris un peu d'importance. Alors un gros sujet, la clôture. Alors ça fait aussi partie des aménagements. On voit toutes ces sortes de bordures, de choses qui s'agrègent pour répondre une question à la fois et séparément. Là, l'idée, c'était de se dire pourquoi la clôture ici alors que le bâtiment fait clôture. Donc la grosse décision forte, ça a été de dire redonnons de la place, du confort au moment de la descente des élèves sur le quai, et on a élargi, on a réouvert tout ça, et finalement la porte de l'école fait la limite de l'équipement, et il n'y a plus besoin de clôture, tout cet espace est donné à l'espace public, et augmente, on imagine bien, la desserte des cars, le confort des enfants qui sont plus sur un quai étriqué. Voilà. Le même point de vue, parce que cet espace-là, finalement, il n'était pas grand-chose, à part entretenu par les jardiniers. Voilà, il était composé de quelques arbustes, mais c'était absolument pas la cour d'école, c'était le devant de l'école. Donc le fait d'avoir réouvert, voilà, on a redonné un peu plus d'espace à ce devant d'école, en le dessinant. L'entrée, alors là, il fallait le savoir, hein, je vous dis, c'était l'entrée de l'école. Donc, où est la porte ? Alors, ceux qui s'en souviennent, elle était un peu par là. Il fallait cheminer entre des arbres et puis passer différents portillons. Alors voilà, c'est l'histoire. Hein, on a la recomposition avec les espaces dont on dispose. Et puis petit à petit, en fait, à la fin, on ne comprend plus. Et donc l'occasion du projet de l'équipement, c'est aussi l'occasion de revoir la composition de l'ensemble des choses et la manière d'adresser l'équipement à l'espace public. Donc voilà, le même point de vue. Donc là, c'est un peu plus évident. On a un passage piéton qui arrive en face de la porte. Ce qui était un dégagement résiduel où personne profitait de l'espace, c'est devenu le parvis. Les arbres, on a composé avec. Il suffit juste de bien regarder un plan de l'existant et d'inventorier tout ça pour faire les choses. On aperçoit déjà aussi la petite clôture. On est en milieu rural, il n'y a pas d'inquiétude. On n'était pas encore dans les plans Vigipirate, donc la clôture, elle fait 1 mètre de haut. On était déjà dans le plan Vigipirate. Ah, on était déjà. Donc voilà, Bouvron n'a vraiment peur de rien. On a discuté avec les gendarmes qui n'en voulaient pas. Donc voilà, tout est possible. Alors le cœur de la cour, on avait déjà vu quelques images. Les choses existaient déjà. Il y a des choses qui avaient été installées avec les parents. Un cerisier, un mûrier. Bon, on a réouvert un petit peu cet espace-là. Il faut dire aussi que quand on gère une cour, on ne fait pas que la rendre verte et l'arborer ou amener d'autres textures de sol. On règle aussi des questions d'accessibilité. Faut être honnête, c'est un gros sujet. Donc il y avait des différences de niveau d'accès des bâtiments. Donc là, il y a une petite rampe qui file derrière un muret bois qui sert de soutènement en même temps. Et puis ce que le disait Laurent, ça sert de banc et en même temps d'objet ludique. Voilà,
plus récemment. Un autre point de vue là, qui situe en fait cette limite avec l'ancienne ébocagère qui sont un peu par là, le vieux chêne, il y a un petit noisetier derrière, les champignons qu'on aurait aimé récupérer mais on n'a pas pu. Bon voilà, les bordures, enfin, tout ça. Et donc on a fait un petit ménage. Alors on a gardé quand même des formes très simples. Hein. La cour, il y a quand même des histoires de visibilité, de surveillance des enfants, donc elle est un peu taillée à la hache. Ça permet en même temps de scénographier tout ça et d'ouvrir à plein d'usages. Et puis accessoirement, le fait d'avoir un quai haut permet aussi l'accessibilité aux différents bâtiments. On voit pas là, du coup, c'est pour protéger les racines des arbres. On a implanté il y a un bac à sable géant. Ouais, il y a un grand bac à sable. On aime le sable et les crottes de chat. Et du coup, on a fait un bac à sable de 30-40 mètres carrés, qui est un élément super utilisé, qui a double fonction, qui fait triple fonction, bac à sable, banc, et qui, là, on va le voir. Les arbres. Voilà. On va le revoir très précisément. Donc là, bon, moi j'avais bien repéré donc là soigneusement le pied des arbres, leur altimétrie sur le plan topographique, pour savoir comment dessiner, pour composer avec ces arbres-là. Et voilà le projet derrière. Donc le noisetier, on peut toujours grimper dedans, et puis le chêne, on peut se mettre à l'ombre dessous, et le bac à sable emballe tout ça. Et il est bien pratique pour en même temps garder une accessibilité aux personnes à mobilité réduite de toutes parts, et en même temps composer avec ces différences de niveau. Voilà. Alors là, c'est sur les arrières. Le petit bonheur, c'était par là. Donc il y avait des tables et des boulots. Un certain nombre d'allées. Bon, on a fait un petit peu, on a rangé tout ça, et histoire d'axer un peu sur l'architecture pour reprendre un peu les espaces et donner un peu plus de place aux vivants là où il n'y en avait pas. Voilà. La cour, alors, bon, certes, on avait un peu de moyens, mais non, il fallait quand même gérer à l'économie, parce que 25 €, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais en termes d'espace, donc il y a des endroits où on pouvait avoir une insistance de projet, d'autres un peu moins. Donc là, à l'économie, l'idée c'était de redonner un petit peu de terre au tilleul. Voilà, donc ça se traduit par un petit banc, bordure, des jardins un peu en creux. Alors évidemment, les enfants sont aussi friands de terre que de bitume. Donc c'est pas si simple que ça de faire pousser là où on aimerait qu'il y ait des plantes. Et donc il en reste quand même. Voilà, alors bon, je vais essayer de faire vite sur juste pour illustrer en fait que tout ça, derrière tout ça se cache quand même un peu de dessin, un peu de conception. Donc je vais vous montrer quelques images en fait, ce par quoi on passe après les études amont. Bon, on fait un certain nombre de plans qui montrent le plan masse avec tout décrit, et après on décompose en fait ce qui va être attribué au lot VRD, attribué au lot jardin. Et ça donne déjà presque un plan d'entretien ou de gestion. Il y a ce qui va être en pelouse, ce qui va être en prairie, ce qui va être boisé et autonome. Donc rien que la composition est déjà met en perspective en fait le projet. Ce plan-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu notre outil de travail. C'est-à-dire qu'on a le plan topo et puis dessus, on corrige, on dit bon bah ça je garde pas. Enfin, c'est avec ça qu'on avance dans le dessin du projet. Et puis après, on traduit chacune des actions qu'on a décidées dans le dessin. Donc là, par exemple, c'est un plan du réemploi. Ça fait partie de nos habitudes. Il y a certaines choses qu'on recycle sur place. Alors là, on a profité d'une grosse butte au fond du jardin dans laquelle on a digéré un certain nombre de matières inertes. Alors, quand on construit ou quand on aménage, on n'est pas obligé de tout garder parce qu'on le peut pas toujours. Donc tout ce qui est en rouge, globalement, c'est des haies d'anciennes structures qu'on a supprimées, qui ont été broyées pour faire les massifs et paillés. Ce qui est en bleu, c'est les arbres élagués, et puis d'autres qui ont dû être supprimés. Voilà. Après, pour rentrer dans les détails, parce qu'il y en a un certain nombre, et encore ils sont pas tous là, et on fait un plan de détail qui va identifier à chaque endroit les actions à mener, les différents ouvrages. Là je vous montre précisément l'entrée de ville et l'accès à l'école. Au départ il y avait un petit peu tout ce petit bazar de nivellement, de difficultés d'entretien et tout ça. Globalement les choses se sont simplifiées, donc tout ça se décrit en fait. Voilà. Et bon, je vous en passe, là, même le parking, les bordures, là, nous, le fait de dire, par exemple, qu'un parking, on n'est pas obligé d'imperméabiliser jusqu'au bout de la voiture, le reste peut être donné à l'arbre, tout simplement. Voilà, la clôture, le fameux bac à sable, et donc ça se dessine, une petite coupe, montrer l'hypothèse de la place des racines, mais qu'on a un peu mesurée. Voilà, la mare, parce qu'elle était présente, mais pas forcément accessible, donc ça a fait l'objet de dessin.
Et puis, comme on aime bien partager les choses, à la fin, on s'est dit que, enfin, on le fait systématiquement. Voilà, toutes les classes ont participé aux plantations des jardins, et c'était vraiment super. Voilà, pour moi. Bien, on va pas ranger les photos, et donc ils m'ont laissé 10 secondes pour vous parler. Je suis le directeur de l'école, donc j'étais déjà présent lors du projet. Donc là, je vais apporter un petit peu la note pédago, forcément, par rapport au cours d'école. Il y a des choses qui ont déjà été dites, hein, qui étaient intéressantes. Alors, je ne sais pas ce que je dois montrer, parce que c'est quel bouton, celui-là? Voilà. C'est que déjà, donc, on a une école qui est très grande. On a à peu près 9000 m². Hein. L'école fait à peu près 9000 m² en tout, pour 240 élèves. Donc nécessairement, dès qu'on a de la place, on a beaucoup moins de soucis, ça vous le savez, et ça a été dit tout à l'heure évidemment. Donc on va déjà avoir un travail autour du vivre ensemble qui va être impacté par ces cours, et les cours vont impacter ce vivre ensemble. Donc ça, c'est déjà très important. Ce qui a été important aussi, alors je ne sais pas ce que je montre, et je ne dis pas que c'est pas en rapport avec ce que je dis forcément, mais ça peut vous occuper en tout cas de regarder les images. Ce qui va être intéressant aussi, on l'a vu un petit peu dans la cour maternelle notamment qui vous a été présentée par Sébastien, c'est qu'on a globalement 3 espaces. Hein. Il y a un espace quand même un petit peu d'enrobé malgré tout, parce qu'il faut céder la pression à Total notamment. Il y a une partie copeaux et puis une partie stabilisée. Et ce qui a été intéressant lorsqu'on a mis en fonctionnement cette cour, c'est qu'on a eu du coup des jeux complètement différents. Voilà. La partie bitume, elle permet d'utiliser les vélos, parce qu'il y a des vélos à l'école malgré tout. La partie copeaux, elle permet également aux enfants de se jeter dedans, de se rouler dedans, de jeter des copeaux aussi. Alors ça, c'est pas bien, c'est pas autorisé, mais vous savez ce que sont les enfants. On a beau leur dire 10 000 fois qu'il ne faut pas le faire, ils le font. Mais on verra comment on peut résoudre le problème avec eux malgré tout. Et donc ça a été intéressant parce que du coup, voilà, chaque enfant pouvait s'y retrouver dans sa cour, dans cette cour, avec ces 3 espaces différents. Il y a des structures de jeu également au niveau des copeaux. Là, les photos étaient écrasées, donc on avait l'impression que la cour maternelle était à peine plus grande que l'estrade ici. Non, la cour maternelle, elle fait combien, Laurent? Je dois faire 1000 à peu près, non? À peu près 1000 m². Et puis on ne met jamais 3 classes ensemble parce que c'est trop, on trouve. Donc souvent, il n'y a que 50 élèves sur 1000 m². Surtout comme ce sont des petits, le temps qu'ils se courent après, on a le temps de les rattraper avant quand on voit qu'ils ont des appétences un petit peu violentes. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Plus on a d'espace, plus on va pouvoir travailler sur le vivre ensemble. Ensuite, puisqu'on parle de biodiversité notamment et de vivant, on va avoir forcément de l'apaisement aussi. On parle de cours de récréation, récréatif, enfin, on a tous en tête ce que ça veut dire, le côté récréatif. Vous avez peut-être vous-même un jardin, vous avez peut-être fait un côté récréatif pour vos enfants, vous n'y avez pas mis forcément de l'enrobé. Donc à l'échelle d'une école, c'est un petit peu pareil. Lorsque l'on a différents espaces, et notamment des arbres, des plantes, ça devient très intéressant. C'est vrai qu'on peut jouer avec les gendarmes, ça on l'a dit, et ils aiment bien leur faire des cabanes, des choses comme ça, comme quoi, hein, même en maternelle ou en élémentaire, la peur du gendarme, c'est assez relatif. Et puis, ce qui a été dit par rapport au restaurant scolaire aussi, c'est qu'on a un restaurant scolaire, alors le meilleur restaurant scolaire du monde et depuis longtemps, puisqu'on y mange bio, local, de saison, tout est fait sur place par un chef cuistot. Et ça veut dire aussi que dans les plantations, on a des fraisiers, des framboisiers, on a de la vigne également, il y a de la menthe, etc. Et que notamment au mois de juin, quand les premières fraises apparaissent, alors il faut se battre contre les élèves qui essaient de les manger tranquillement, sans qu'on les aperçoive, mais on essaie aussi de leur faire ramasser, puis de les apporter à Joël Josse, le cuistot, qui va lui les laver, les congeler en attendant d'en avoir suffisamment pour pouvoir proposer un sorbet à la fraise. Donc vous voyez qu'on est aussi sur un cycle court. C'est intéressant comme image aussi. C'est à gauche les salles de classe. À droite, la clôture de l'école, on voit, c'est un grillage à moutons. Et il y a les moutons qui ne sont pas là aujourd'hui. Et l'entre-deux, qui est vachement intéressant, c'est ce bâtiment, ce Super U là, qui ne nous a rien coûté en structure. Il nous permet aussi d'avoir 5 mètres couverts devant chaque classe. Et chaque classe, là, qui sont au sud, elles ont
une entrée, une sortie complètement autonome sur un espace qui est sécurisé. Et donc les enfants, quand ils sont en plus en maternelle, tous les niveaux sont confondus, donc chaque classe est petit, moyen, grand. Donc c'est aussi cet espace-là, il fait partie intégrante de la classe et il n'y a pas du tout de notion de dedans-dehors. On ouvre la porte et on est dehors, on est protégé et on est quand même sur une surveillance un peu étroite, mais pas trop. Donc voilà, cet espace-là, il n'a rien coûté du tout, puisque c'est un espace résiduel. Mais voilà, des fois, l'école précédente, ils ont voulu faire un petit village gaulois tout à fait sympathique, mais impossible à réhabiliter à part à le démolir. Aujourd'hui, voilà. Et aussi, la vertu de cette architecture extrêmement simple, c'est qu'elle offre des espaces comme ça de dilatation qui font une grande richesse pour l'école aussi, en dehors des cours. Ça, c'est aussi important que la cour, c'est-à-dire que les enfants, ils passent autant de temps dehors ici que sur la cour. Oui, exact. Les enfants vont sur l'herbe, hein. Ils ont le droit, on y fait du sport, on va s'y asseoir. Ça, il n'y a pas de souci. Quand c'est à l'ombre, bah, c'est tant mieux. Donc je disais que voilà, on a de l'espace, donc ça c'est bien pour le vivre ensemble. On a de la biodiversité, du végétal, donc c'est bien pour le travailler aussi. Pour tout simplement parce que ça fait du bien de voir du vert. Les enfants peuvent effectivement se cacher dans différentes haies. Là, on voit aussi qu'il y a des petits espaces potagers et du linge qui sèche. Donc, vous voyez, ça sert à tout, un bâtiment maternel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, puisqu'on parle de biodiversité, c'est-à-dire qu'on est tous conscients que la biodiversité, il faut la préserver. Et la biodiversité, on ne va pas simplement la préserver en allant une fois par an à Terra Botanica. On peut aussi l'amener tout simplement dans son école, hein, à travers des plantations extrêmement simples, à travers des plantations qui ont été faites aussi pour les oiseaux, notamment. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est une école dans laquelle les enfants se sentent plutôt bien. Alors, ce n'est pas l'école parfaite, hein, attention, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait trop de dérogations pour venir à Bouvron. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir cet espace, d'avoir le fait que l'école ait été pensée, comme l'a expliqué Laurent Bissery, avec tout le monde, et y compris les enfants au tout début, ça permet d'avoir un espace apaisé, d'avoir un lieu apaisé, parce qu'il a été co-construit, oui, et co-pensé. Donc c'est ça qui est drôlement important. On va parler de sécurité, parce qu'il paraît que des fois c'est un problème, la sécurité, la barrière d'1 mètre. Donc effectivement, ici, ça fait qu'1 mètre. Et on peut parfois nous poser le problème de la sécurité. Et en fait, ce problème de la sécurité, c'est un problème extérieur à l'école. En fait, lorsque je fais visiter l'école à des familles, chaque année, je reçois à peu près une 20aine de familles nouvelles, pour l'inscription en petite section notamment, et que je leur fais visiter l'école, jamais elles ne me parlent de la hauteur de la barrière. Sachant que, je ne devrais pas le dire, hein, mais la barrière, il n'y a même pas de serrure. En fait, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est les enfants qui l'ouvrent pour sortir, sous autorisation évidemment. Et donc, c'est finalement pas un problème, la sécurité à ce niveau-là. C'est quelque chose qui a été bien entendu discuté avec les élus, hein, au moment évidemment de 2015, avec les élus, avec les représentants de parents d'élèves. Et on est tous partis sur un constat, c'est que est-ce qu'on peut dire qu'il n'arrivera jamais qu'une personne malveillante veuille entrer dans l'école? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on est en capacité de l'en empêcher? Non plus. Voilà. Il y avait eu la visite d'un gendarme, hein, qui était un gendarme sécurité affecté à l'école, qui était venu voir dès qu'il est arrivé à la barrière. Donc il attendait que je lui ouvre. Moi, je lui dis, vous pouvez ouvrir, hein, c'est pas fermé. Il me dit, vous vous rendez compte, là, 1 mètre, il faut 1 seconde pour passer cette barrière d'1 mètre. Donc je lui demande, s'il fait 2 mètres, je lui dis, il faut combien de temps? Il me répond 2 secondes. Et je pense qu'en répondant 2 secondes, il s'est rendu compte que, oui, c'est 2 fois plus, hein, mais que ça ne changeait pas grand-chose, finalement. Donc, sur l'école, vis-à-vis même de l'ensemble des parents d'élèves, c'est quelque chose qui n'est jamais, jamais relevé. Au contraire, cette barrière, là, si un jour vous venez à Bouvron, arrêtez-vous, l'école fait partie de la société, ça fait partie de la commune. Et pourquoi les barrières devraient nous empêcher de voir ce qui s'y passe ou nous donneraient l'impression qu'elles sont un frein à notre vision? Lorsque les parents sont sur le parvis, là, à attendre leur enfant, alors soit en arrivant le matin, soit le soir, ils ont malgré tout l'impression d'être dans l'école. Cette barrière, elle n'est pas du tout, c'est pas un mur. Voilà, ils voient leurs enfants.
De même que pour les enfants, tout à l'heure on a parlé de être à hauteur d'enfants. Pour les enfants, lorsqu'ils sont dans la cour, finalement, est-ce que l'extérieur, c'est vraiment l'extérieur? Est-ce que l'extérieur de l'école, c'est vraiment l'extérieur? Parce que est-ce que cette barrière, finalement, c'est une contrainte? Ben non, c'est un prolongement. Voilà. Donc voilà, donc si je résume, parce que j'ai malgré tout dépassé les 10 secondes qu'il m'avait données, qu'il m'avait laissé. Voilà, on est sur le vivre ensemble parce qu'on a beaucoup d'espace et que ça a été pensé pour que les enfants aient différents lieux pour s'y amuser. On est aussi, grâce à la présence des végétaux, donc il y a eu dans l'école et autour de l'école 3000 plantations. Pardon, oui, pardon, il faut que je fasse, voilà l'entrée. Donc voilà, vous enlevez juste ça vous tournez, et vous entrez. Voilà. Donc je ne sais plus ce que je disais, du coup il m'a coupé. Comment? Ouais, 3000 plantations sur l'école qui ont été faites. C'était à la rentrée entre septembre 2015 et janvier 2016, dont 1000 ont été faites par les enfants eux-mêmes, en fait, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, parce on fait des économies parce qu'on demande aussi aux parents d'élèves de travailler. Donc il y a des structures, des petits jeux en bois comme ceci. Voilà. On a simplement, avec l'Amicale laïque, financé 500 € d'achat de bois, et c'est des parents qui sont venus un samedi matin avec tout leur outillage pour fabriquer des jeux qui ont été implantés par les services techniques. 20 mètres carrés de copeaux, on avait fait le calcul avec Sébastien à l'époque, soit on avait 30 ou 40 mètres carrés de sol, synthétique, souple. Pour le même prix, on savait se payer 120 mètres carrés de copeaux. Ah oui. Et oui, on a fait le choix pour le même prix d'avoir 120 mètres carrés de copeaux plutôt que 30 mètres carrés de sol synthétique, avec simplement la contrainte pour nous, c'est que tous les 2 ans, on renouvelle par tiers ou par moitié. Mais c'est un choix communal d'avoir des matériaux qui sont double usage. Avec les copeaux, ça permet de gratter, ça permet de tomber. Un sol en sol souple, ça ne sert à rien, ça s'abîme, au bout d'un moment, il faut le changer. Et on ne peut pas planter dedans. Et donc, enfin, pour terminer, donc effectivement, alors ce type d'implantation de cours avec des copeaux, des arbres, etc., ça nécessite de l'entretien. On a compris avec le PCI, donc le processus de conception intégrée, et les services techniques, que ça pouvait leur apporter des contraintes. Et en fait, ici, les cours sont balayés par les élèves. Alors, on ne les oblige pas. On ne les oblige pas, mais c'est eux qui ont décidé de le faire. Il y a un conseil d'élèves en fait dans cette école et ça fait 20 ou 25 ans que ça existe. Et c'est eux-mêmes qui ont proposé de le faire, c'est eux-mêmes qui ont fait les plannings de balayage, c'est eux-mêmes qui ont décidé de quel matériel ils avaient besoin pour balayer les copeaux, les feuilles ou autres. Et donc, au moins ils apprennent ça à l'école. Au moins. C'est terminé. Ça marche encore? Oui. Non, j'ai juste 3 images derrière. Allez, pour de rire. Juste pour la suite, pour ceux qui veulent prolonger l'idée de se cultiver sur le verre, il y a une personne qu'il faut absolument aller voir en Loire-Atlantique. Bon, là, il y a un petit plan qui vous le situe. Il est près d'Herbignac, à Osca. C'est les Jardins du Marais. Enfin voilà, si vous voulez voir ce que c'est que le vivant en face avec une personne incroyable, il faut aller le voir. Voilà, c'est tout.